Bonsoir à tous. Désolée pour le retard sur le démarrage. Alors, c'est un grand plaisir que dans le cadre du MBA Trading et Finances de marché que propose SSK Business School ici à Rabat, nous accueillons aujourd'hui deux prestigieux et éminents intervenants qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'accepter notre invitation. Il s'agit de Madame Zineb Ghenouni, qui est directeur exécutif du développement à la Bourse de Casablanca, expert comptable, et Monsieur Hicham Yasbah, qui est directeur à London Stock Exchange Group, ici au Maroc. Alors, le sujet de la conférence d'aujourd'hui concerne les marchés financiers en général, les nouvelles tendances et les développements récents qu'on a observés. C'est vrai que c'est un marché qui est en pleine mutation, et surtout avec les contextes particuliers des dernières années. Il présente des perspectives qui sont quand même assez importantes au Maroc et en Afrique en général. Et le Maroc a toujours voulu se positionner en tant que leader régional et africain. Donc aujourd'hui, on aura un déroulé qui est, somme toute, assez simple. On aura à peu près 45 minutes à 1 heure de conférence. Ensuite, nous ouvrirons les débats avec la salle pour prendre quelques-unes de vos questions, 4 ou 5 maximum, avant de clôturer la conférence en général. Donc c'est assez interactif. Alors, juste un mot sur le MBA Trading et Finances de marché. Donc, c'est un MBA qui est un MBA signature déjà de SSK à Paris. Et c'est un domaine qui est vraiment à la pointe de l'innovation. Donc, on a tout ce qui est trading et le domaine de la finance de marché qui est mouvante avec tous les aspects. Et donc, c'est un MBA qui se déroule en vendredi soir, en week-end, avec des modules qui sont bien spécifiques, qui vont d'une introduction au marché financier en général, ensuite avec des modules beaucoup plus pointus, des méthodes quantitatives, du trading, de la gestion de portefeuille, aussi des instruments dérivés. Et je pense que tous les présents qui n'étaient pas en courant ont reçu leur brochure. Moi, j'interviens dans ce master en tant qu'enseignante et en tant également que pilote externe, donc je veille à ce que les enseignants et que les intervenants à cette conférence soient également des gens qui sont vraiment du domaine, du milieu et qui puissent vraiment apporter cet aspect pratique que souhaitent les étudiants qui sont inscrits. Alors, pour ceux qui sont intéressés ou se posent quelconque question, peuvent s'adresser directement à l'administration pour de plus amples informations. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au contenu un peu plus détaillé de la conférence. Alors, ma première question, c'est à Madame Zineb Ghenouni, à qui je demanderai, déjà c'est une amie de longue date, c'est une ex-collègue, son parcours est très très riche et très intéressant, mais elle en parlera mieux que moi. C'est à ce titre que je l'invite à d'abord nous dire, donc je vous remercie déjà tous les deux pour vraiment votre présence aujourd'hui, et j'invite Madame Ghenouni à nous présenter un peu plus en détail son parcours, ce qui l'a amené aujourd'hui à être directeur exécutif du développement à la Bourse de Casablanca, et de nous briefer rapidement, pour ceux qui sont un peu novices, sur le rôle de la bourse généralement dans le financement de l'économie, et plus particulièrement la Bourse de Casablanca, son positionnement dans l'économie marocaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Je vais peut-être commencer par te tutoyer, parce que comme tu as dit, on se connaît quand même depuis quelques années. En tout cas, merci beaucoup Jeannette pour le choix de ces thématiques, pour avoir pensé à nous. Je commencerai effectivement par peut-être me présenter. Donc, Zineb Ghenouni, je suis actuellement directeur développement à la Bourse de Casablanca, mais ça ne fait pas très longtemps que j'ai quitté les bords du parcours, je dirais, universitaire. Je suis expert comptable de formation, donc ce sont des études qui nécessitent de longues années d'haleine, et donc c'est un marathon qu'on commence. Mais j'ai toujours eu une passion pour le marché boursier et les marchés de capitaux en général. Donc j'ai commencé naturellement ma carrière dans un cabinet d'audit de la place. On commence à faire de l'audit d'un certain nombre de sociétés cotées. Et en creusant du côté de ces sociétés cotées, il s'avère qu'à un moment, on ressent une certaine redondance dans ce qu'on fait, année après année, les risques sont plus ou moins comparables. Et c'est là où on se dit, on aimerait bien apporter une touche beaucoup plus que de l'audit, que ce regard externe, et on aimerait bien s'impliquer dans des choses qui ont un petit peu plus d'impact. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'AMMC, qui est l'autorité de régulation des marchés de capitaux marocains.
J'ai eu l'opportunité de travailler sur un certain nombre d'opérations financières. Quand je dis opérations financières, ce sont des introductions en bourse, malheureusement des OPR aussi, parce qu'il y en a sur le marché, il n'y a pas que des introductions, sur des augmentations de capital, sur un certain nombre en fait, d'opérations en général. Mais aussi sur, vu que j'étais expert comptable, sur un certain nombre de normalisations comptables de nouveaux produits qui étaient sur le marché, que ce soit par exemple les OPCI, Sukuk, Tsakafoul, mais un certain nombre de produits qu'on devait imaginer avant même de les mettre sur le marché. Donc à ce moment-là, il fallait vraiment imaginer tous les risques liés, tous les usages que pourraient avoir les professionnels, les utilisateurs, et pouvoir normaliser tout ça. Parce qu'il ne suffit pas que de faire des benchmarks à l'international, c'est aussi important de ramener tout ça au contexte marocain. Et donc en travaillant comme ça, il y a eu la période de Covid. Et c'est là où je pense que tout un chacun se pose un certain nombre de questions existentielles. On se dit qu'on a bien envie de se lancer, de faire autre chose. Donc c'est là où j'ai décidé de me lancer à mon compte et de pouvoir conseiller ces entreprises-là pour pouvoir aller vers le marché. Parce que finalement, on a un certain nombre d'entreprises qui, elles, connaissent déjà le marché, qui n'ont pas besoin forcément qu'on les incite, mais il y a un certain nombre de PME qui ont besoin d'être sensibilisées, de comprendre tout ce que le marché de capitaux, et pas uniquement le marché boursier, peut leur apporter. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans l'aventure de mon propre cabinet. Et il se trouve que les PME marocaines intéressantes, il n'y en a pas beaucoup. Et donc du coup, j'ai commencé plus ou moins à pitcher les PME que j'auditais avant dans mon ancien cabinet. Et c'est là où l'associé du cabinet où j'étais me propose de rejoindre encore à nouveau le même cabinet pour pouvoir proposer ces activités de conseil en marché de capitaux dans tous les domaines en tant que directeur associé. Et donc, j'ai rejoint l'aventure. Et tout au long de cette aventure-là, j'ai fait un certain nombre de choses avec la bourse de Casablanca qui ont fait que la bourse m'a approché pour me dire ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça serait bien de pouvoir le développer à plus grande échelle avec d'autres PME, d'autres secteurs. Et j'étais toute heureuse et réjouie de pouvoir commencer cette belle aventure avec la bourse de Casablanca, où j'y suis depuis octobre à peu près. Donc du coup, l'objectif de cette direction, c'est vraiment une finalité, c'est de pouvoir dynamiser la bourse au service de l'économie. Et pour pouvoir faire ça, donc, on a 3 départements. Le département, je commence par le département qui est la base, donc c'est l'école de la bourse. Et cette école de la bourse, c'est ce qui permet de faire un vrai travail d'éducation financière, de sensibilisation des petits porteurs, des étudiants et du grand public. Donc ce travail-là se fait à travers la participation à certaines conférences dans les universités, se fait à travers la vulgarisation auprès des étudiants, à travers un travail de proximité avec les instances, par exemple ce matin on était à la Cour des comptes, avec d'autres instances comme par exemple les magistrats ou autres. Mais aussi on propose un certain nombre de formations. On aura peut-être un petit moment pour en discuter tout à l'heure. Donc, à mon avis, on clôturera par ça parce que c'est quelque chose qui intéresse aussi tous les présents. Mais merci d'en avoir parlé des donc voilà, donc c'est vraiment l'objectif de l'école de la bourse. Et ensuite, on a la partie où on a besoin d'attirer les PME, d'attirer les grandes entreprises et d'attirer les établissements publics aussi à la cotation. Et c'est ce qu'on appelle, nous, chez nous, le vrai business développement. Et ensuite, on a la partie market data, où voilà, une fois qu'on a eu la partie vulgarisation, on ramène les entreprises, mais aussi on a besoin de proposer cette data qu'on a au niveau de la bourse de Casablanca à l'ensemble des revendeurs, à l'ensemble des rediffuseurs, mais aussi aux sociétés de gestion ou autres, et naturellement développer la relation investisseur nationale ou internationale et la relation avec le grand public. J'espère ne pas avoir pris trop de temps, Jeannette. Tu me diras. Non, non du tout, et c'était franchement très intéressant, ça donne un bon insight sur le parcours qui peut en inspirer déjà plus d'un, et aussi sur un petit peu certaines fonctions méconnues de la bourse de Casablanca, qui fait tout pour se rapprocher aussi des investisseurs, des petits porteurs, et de fournir quelque chose qui est clé dans le domaine et qui est la data. Donc là, c'est pour ça que je veux m'adresser à M. Espa. Merci déjà encore une fois. Alors vous venez d'une
une entité qui est encore moins connue que la Bourse de Casablanca au Maroc, c'est London Stock Exchange Group au Maroc. Et vous y êtes directeur. Donc si vous pouvez me dire déjà en deux mots sur votre parcours. Et je sais que vous avez une présentation par rapport à ce que vous faites au Maroc et comment vous aussi vous développez des partenariats avec les écoles, les universités pour faire approcher cette réalité, ces simulations de salles de marché aux étudiants, ce que compte justement à implémenter SLSK avec vous. La parole est à vous. Merci. Bonsoir, merci beaucoup Madame Boulina. Déjà, merci beaucoup pour l'opportunité d'être ici, de rencontrer les étudiants. Moi, c'est M. Hicham Misbah. Pour mon parcours, je travaille avec le groupe London Stock Exchange Group. Effectivement, London Stock Exchange Group, pas très connu en tant que nom, mais mon parcours, en fait, j'ai commencé avec la boîte, ça fait à peu près 12 ans, presque 13 ans maintenant. J'ai commencé avec la boîte Reuters. Peut-être Reuters est plutôt plus connue ici au Maroc, parce que déjà l'agence de presse et la partie les données financières qui sont installées dans toutes les boîtes financières au Maroc. Reuters, après, s'est changé vers Thomson Reuters. Et après, en 2018, ça a été racheté par la Bourse de Londres, LSE. Et à partir de ça, donc depuis 2018-2019, maintenant ils ont créé London Stock Exchange Group. C'est comme ça qu'on fait partie. Donc en fait, je suis avec une même entité, mais on a changé un petit peu des propriétaires depuis. C'est le domaine de M&A, donc il y a toujours des opportunités un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu ce que je fais maintenant avec Aztec. Maintenant, en tant que mon parcours, donc j'ai fait un petit peu d'économie, j'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai commencé un petit peu toujours dans le domaine, mon premier job dans le secteur financier, c'était toujours un petit peu dans le e-trading, dans l'electronic trading, un truc comme ça. Donc j'ai travaillé avec des boîtes aux États-Unis, exactement à New York. FlexTrade, j'ai passé un petit peu quelques temps avec une banque anglaise aussi, Barclays. Et après, avec la crise financière, donc ça m'a donné un petit peu une idée sur mon âge, depuis 2009. Donc avec la crise financière, donc j'ai perdu mon boulot, comme tout le monde là-bas. Et j'ai pensé, après quelques années aux États-Unis, que peut-être c'est le moment de changer un petit peu. À ce moment-là, vraiment, c'était le Moyen-Orient. Tout le monde parle un petit peu de Dubaï. Et j'ai rentré directement de New York à Dubaï. Donc j'ai commencé avec une boîte là-bas. Et à ce moment-là, j'ai intégré en 2011. J'ai passé quelques temps avec eux à Dubaï. Puis j'ai parti en Arabie Saoudite. Et je pense après plusieurs années à l'étranger, j'ai pensé que peut-être c'est l'opportunité de faire quelque chose au Maroc. Donc c'était vraiment par choix. Je suis rentré au Maroc en 2014 et je suis avec, depuis je suis avec Reuters, Thomson Reuters et LSE. Donc, mais en général, donc c'est toujours dans le domaine financier. Maintenant le groupe LSEC, je ne sais pas si peut-être on peut comme ça va. C'est pas ici. Je vais un petit peu faire. Il y a une partie historique, c'est ça. En fait, ça c'est un petit peu, c'est une idée historique que comme vous avez dit au début, peut-être il est un petit peu récent, mais il y a toute une legacy derrière, parce que Reuters ça existe un petit peu de plus de 100 ans, et un petit peu ça c'est quelques années clés dans l'histoire de groupe. Comme je dis, donc normalement c'est à partir de 2018, ils ont créé la boîte Refinitiv, et après on fait partie du groupe London Stock Exchange Group. Maintenant, ce qu'on fait exactement un petit peu, ce que fait la boîte ici au Maroc, c'est qu'on est présent dans toutes les institutions financières au Maroc, que ce soit les banques, les entreprises, que ce soit publiques et privées. L'activité principale, qu'on est un fournisseur des données et des infrastructures financières. Lorsqu'on parle un petit peu des données ou des infrastructures financières, que ce soit des données macro, micro,
en général, s'il y a des données sur un pays ou des données, il y a une grande possibilité que ces données-là, elles viennent de chez nous. Et on n'est pas les seuls dans le marché, mais on est parmi les premiers sur le marché. On est bien implémenté, on est bien présent dans plusieurs boîtes ici au Maroc. Donc un petit peu les missions de parcours. Merci beaucoup. Alors aussi sur la partie, si vous voulez bien défiler la partie qui est concernée un peu ce que vous offrez au monde académique et aux étudiants. Très bien. Donc, en fait, le groupe, c'est une entreprise multinationale, je peux dire qu'avec un but lucratif. Mais lorsqu'on travaille, on fait des partenariats avec les universités, il y a tout un département qui est dédié à ça. Et dans ce sens-là, c'est vraiment l'objectif, c'est pas lucratif, c'est plutôt de donner accès aux étudiants, aux chercheurs, aux professeurs, des outils qui sont des outils ce sont des outils pratiques. Ça veut dire que l'étudiant il est en train de travailler sur des outils qui sont les mêmes outils qui existent dans les salles de marché d'une banque internationale ou d'une banque marocaine. Ça veut dire que lorsque l'étudiant termine ses études, il a déjà une idée à des outils qui sont les mêmes outils qui sont utilisés en temps réel. Donc ce qu'on fait avec les universités, c'est qu'il y a tout un département qui s'occupe de ça. Et donc, malheureusement, c'est en anglais, mais je pense que ça ne pose pas de problème pour lui. Donc, ça veut dire qu'il leur permet donc un accès aux data et aux technologies. Donc, ça, c'est un petit peu une idée sur la plateforme. Donc, maintenant, la plateforme qu'on a qui s'appelle une plateforme Workspace pour les étudiants. C'est une plateforme un petit peu qui est personnalisée, spécialement pour les étudiants. Et il y a une partie qui est un petit peu donnée spécialement aux professeurs pour plus d'informations. Donc déjà, un petit peu la plateforme permet un petit peu un accès performant à la technologie. Je pense que tout le monde maintenant parle de Open Technology, Open Platform, Open AI. Donc ces outils, ils permettent aux étudiants vraiment de travailler, de créer des modèles, avoir accès à des outils qui leur permettent un petit peu même d'intégrer avec les plateformes. Donc un petit peu la majorité sur research, ça veut dire qu'à partir de plateformes, on utilise un petit peu, comme tout le monde maintenant, on parle de AI. Donc ça veut dire que Smart Search, des outils un petit peu pour de parler ce qu'on appelle Natural Language Platform, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être vraiment un expert financier pour faire des recherches sur la plateforme. Vous pouvez demander comme, en fait, à un certain moment, on a une certaine blague que si quelqu'un peut utiliser Google, il peut utiliser la plateforme. Parce que vous parlez de la language natural, ça veut dire ce que vous êtes en train de parler généralement, et vous donnez juste une question sur la plateforme, et l'outil, en utilisant AI, il vous permet d'avoir accès à ces informations. Un petit peu, donc c'est ouvert, c'est agile. Maintenant, ça c'est juste un petit peu des idées. Donc on parle par exemple qu'il y a à peu près plus de 40 milliards de données chaque jour qui existent sur les plateformes, des données en temps réel, plus de 92 millions de données financières sur les sociétés cotées partout dans le monde. La bourse de Casablanca, elle fait partie de ces données-là. Donc vous avez un petit peu, comme j'ai dit, donc toutes les données microéconomiques, que ce soit au niveau pays ou au niveau des entreprises, même les entreprises non cotées, les entreprises privées. Sinon, il y a sur la partie, ce qu'on fait exactement avec les universités ou les écoles, qu'il y a un petit peu des modèles qui sont spécifiques pour les universités. On offre même des certificats spéciaux. Je pense que c'est ça, ça veut dire que les étudiants ils peuvent avoir un petit peu comme des exemples, des compétitions sur le meilleur portfolio manager en tant que dans les universités, et ça peut être même comme des quiz ou des examens pour les étudiants, pour le meilleur qui peut faire ça. C'est ça, donc on offre aussi par exemple des certificats, ça dépend par exemple le sujet qui a été choisi par le prof. À un certain moment, il y a même par exemple des opportunités pour quelques étudiants d'avoir des stages, des trucs comme ça, ce qu'on fait dans d'autres pays.
Donc un petit peu ça, c'est une idée générale ce qu'on fait. Donc ça, on parle un petit peu des avantages qui sont offerts aux universités. Déjà, comme j'ai dit que par exemple, lorsqu'on travaille avec les écoles, c'est un petit peu avec but non lucratif que des prix qui n'existent pas par rapport à ce qu'on offre pour les autres boîtes, parce que l'objectif c'est de donner des outils pratiques pour les étudiants. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à couvrir, mais c'est juste un petit peu un sommaire. Je pense qu'on aura l'occasion, soit si des personnes ont des questions à la fin, soit Inch'Allah à l'occasion de prochains événements, et surtout lorsqu'il s'agira de concrétiser complètement le partenariat qui aura lieu, pour justement donner accès à ces étudiants qui veulent aller davantage vers ces domaines-là, qui sont un peu pointus et qui nécessitent de la technologie en background. Il n'est pas possible de les pratiquer que comme ça en théorie. Donc voilà, comme ça sera fait, il y aura des occasions d'en parler encore et je vous remercie pour cette présentation qui était quand même assez exhaustive. Alors ma prochaine question est à Zineb. Donc maintenant que je dois tutoyer, appeler Zineb au vu voilà. Donc quels sont les faits selon toi qui ont marqué l'année 2023 s'agissant de la dynamique boursière de la bourse de Casablanca? Je pense qu'il y a un an, jour pour jour, non, mais quelques semaines à peu près, on a tous connu ensemble la hausse des taux. Donc, qui dit hausse des taux, dit naturellement un appétit des investisseurs vers les bons de trésor. Pourquoi? Parce que c'est normal. Si on va avoir un titre qui va être sur l'obligataire, un titre de dette, on est sûr qu'on va récupérer, on va avoir l'intérêt, un intérêt qui va être plus ou moins moins important que le rendement qu'on pourrait avoir sur le marché, mais au moins c'est un titre de dette garanti, c'est celui de l'État marocain. Donc naturellement, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du marché boursier, on a ressenti j'ai pas envie d'utiliser le terme, mais voilà. Il se trouve que les investisseurs n'étaient plus aussi intéressés par le marché boursier au début de l'année. Et ça, c'est pas uniquement sur le marché boursier marocain, mais ce sont des choses qui se sont passées à l'international. Je dirais qu'au niveau des taux marocains, c'est juste que ça a été fait en décalé, en différé par rapport à l'international. Mais ce matin, d'ailleurs, on discutait avec la bourse du BRVM. Et ils ont ressenti la même chose parce qu'il y a eu 2 hausses de taux à peu près à la même période qu'au marché marocain. Donc c'était le premier élément. Deuxième élément, il se trouve qu'on a tous vécu ensemble la guerre de l'Ukraine, la sécheresse. On la vient encore aujourd'hui, heureusement on a eu un petit peu de pluie, mais mine de rien, il se trouve que le fait qu'on ait de la sécheresse, ça impacte directement nos cours et ça impacte aussi notre marché boursier directement. Mais heureusement, il y a eu la Coupe du Monde qui a fait que on a eu un regain de confiance, un regain de perspective. Il y a eu la stabilisation des cours, la stabilisation des taux, et donc du coup, les investisseurs sont revenus. Donc la confiance est revenue sur le marché. Et on a réussi à clôturer l'année par une très belle opération que vous allez certainement connaître, c'est l'IPO, l'introduction en bourse de CFG. Donc CFG, c'est la dernière banque qui a fait l'introduction en bourse. On n'a pas beaucoup de banques qui font des introductions en bourse, qui n'a demandé que 600 millions de dirhams. Bon, il se trouve qu'on commence à être un petit peu particulier parce qu'on dit que 600 millions. C'est vrai que c'est quand même un montant colossal, mais qui a été sursouscrite à 33 fois. Donc quand je dis sursouscrite, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a au niveau des investisseurs un appétit monstrueux. Mais ce qui manque de votre côté, c'est le papier frais. Donc l'opération de CFG nous a permis aussi de rappeler qu'aujourd'hui, on a des investisseurs internationaux qui sont intéressés par le marché marocain. On a eu aussi 12 000 souscriptions du côté des particuliers, alors qu'avant, les dernières années, on était plus ou moins à 5 000 investisseurs particuliers à peu près. Là, on est à 12 000. Donc finalement, on sent un réel appétit, on sent une confiance qui s'est réinstallée, on est dans le vert. On a clôturé l'année dans le vert, et ce vert-là continue cette année-là aussi. Donc on a débuté l'année avec de bonnes perspectives qu'on espère avoir tout au long de l'année. Merci beaucoup Zineb. Justement, j'espère que l'engouement qu'il y a eu, il y a toujours un engouement quand il y a des IPO, et j'espère que là, on va tenir le momentum cette fois et qu'on réussira à garder cette belle dynamique pour les futures années.
Alors, M. Yesbah, ma question pour vous, c'est les tendances que vous observez en matière d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez? En général, je pense qu'il y a quelques thématiques que Zineb a mentionnées un petit peu. Peut-être qu'on a travaillé sur un sujet en commun l'année dernière. Il y a la durabilité, la partie OSG. Ça devient de plus en plus un sujet, pas d'actualité aux tendances, mais c'est un exigeant que maintenant il y a des investisseurs, que ce soit peut-être au Maroc, c'est au début, mais partout dans des grands marchés internationaux, le volet durabilité OSG, il y a des exigences que certains investisseurs, pour investir sur une société ou faire des investissements sur quelques fonds d'investissement, doivent avoir un certain niveau de ESG. Et dans ce sens-là, on a travaillé avec la Bourse de Casablanca l'année dernière pour lancer, pour être choisi comme le calculateur de scoring. Donc ESG, elle fait partie vraiment parmi les grandes tendances et en général, c'est pas une tendance, mais c'est quelque chose qui va rester maintenant. Il y a aussi le suivi un petit peu des nouvelles technologies. On parle beaucoup de AI, on parle beaucoup de blockchain. Maintenant, ce n'est pas question juste de parler, mais ce sont des sujets concrets. Je pense que tout le monde a fait suivi de ChatGPT l'année dernière. Et le groupe LSEG, maintenant, il a concrétisé des partenariats avec Microsoft dans ce sens-là. Comme maintenant, nos données financières seront distribuées sur les produits de Microsoft. Ça veut dire maintenant, si quelqu'un il a Excel ou il a quelque chose comme ça, il peut avoir accès à nos données financières sur Microsoft en utilisant les technologies AI. Parmi les autres tendances, donc j'ai cité la durabilité, le volet ESG. Donc il faut vraiment suivre un petit peu les tendances géopolitiques. Parce que ce qui se passe maintenant, que ce soit au Moyen-Orient ou ce qui se passe en Europe, les investisseurs en général, il faut attention à ça. Il faut analyser ce qui se passe et il faut agir un petit peu même en temps réel et anticiper ce qui va passer. Donc c'est dans ce sens-là qu'avoir des données fiables économiques, des données fiables financières, c'est très important parce que dans plusieurs cas, ces données elles existent un petit peu sur Internet, on peut faire des Google, mais ce qui fait la différence entre certaines données et d'autres données, c'est que ce sont des données fiables, des données un petit peu sourcées et clean. Donc c'est avoir accès à des données fiables, donc c'est faire le suivi des données macroéconomiques un petit peu partout dans le monde. Donc la durabilité, les dernières tendances technologiques AI, blockchain, et avoir des outils pour suivre ce qui se passe un petit peu dans le monde. Donc c'est parmi les tendances maintenant, partout dans le monde, pour les investisseurs. Que ce soit, ça a déjà commencé en 2023, on va avoir un petit peu plus accéléré en 2024, surtout la partie AI. Merci beaucoup. Alors Zineb, justement, je sais que vous avez coopéré justement avec LSEG pour la mise en place de l'indice MASI ESG. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ça, pour ceux qui ne connaissent pas? Et aussi, par rapport un peu à la stratégie de la bourse en général, pour accompagner toutes ces mutations, donc un peu tout ce qui est verdissement de l'économie, mais aussi suivre tout ce qui est nouvelles technologies et tout. Voilà. Bien sûr. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas lancé l'indice l'année dernière, mais l'indice existe. Ça fait quelques années, c'est juste que l'indice était à 10 valeurs. L'indice était à 10 valeurs et au début, sans vous cacher, on a peiné à trouver les 10 valeurs qui pourraient intégrer cet indice. Parce que ce n'était pas une priorité pour les sociétés cotées que de s'intéresser à l'ESG. Il se trouve qu'il y a eu la circulaire 319 de la MMC qui est sortie en plein Covid et qui a imposé aux sociétés cotées de mettre en place un certain nombre d'éléments au niveau de sa communication financière, notamment au niveau des RFA, c'est-à-dire les rapports financiers annuels des sociétés cotées, pour pouvoir présenter les informations sur la partie environnementale, sociétale et de gouvernance. Et c'est là où je pense, combiné à l'effet Covid, tout le monde a commencé à s'intéresser réellement à ces problématiques-là,
notamment du E et du S, parce que c'était quelque chose d'important. La gouvernance, c'est quelque chose qui est plus ou moins accessible à toutes les entreprises, parce que naturellement, elles tiennent des conseils d'administration, elles ont des comités d'audit, elles ont aussi des administrateurs indépendants, vu qu'ils sont cotés. Mais c'est vrai que la partie du E et du S était moins, je dirais, sensible à ces entreprises-là. Et petit à petit, d'ailleurs l'année dernière, enfin en début 2023, on a senti l'intéressement de ces entreprises. On a fait passer l'indice à 15 valeurs. Et tout au long de l'année, on a senti réellement, depuis la publication des RFA l'année dernière, en avril, il y a eu encore beaucoup plus d'appétit du côté des entreprises, qui a pu se confirmer aussi au niveau du MCMD qu'on organise. Il faut savoir que la bourse, comme je disais, a pour ambition de pouvoir attirer les investisseurs internationaux. Donc on travaille sur un événement annuel qui est le Moroccan Capital Market Day, qu'on organise en général à Londres. D'ailleurs l'année dernière il s'est tenu à Londres, qu'on organise aussi à Dubaï, aux États-Unis aussi. Et donc, la principale question de ces investisseurs-là, c'était des questions qui étaient axées sur la partie ESG. Et donc, les entreprises marocaines ont réellement senti cet impact-là pour pouvoir attirer des investisseurs étrangers, mais aussi pour pouvoir attirer d'autres investisseurs qui sont aujourd'hui au Maroc, mais qui ont des fonds étrangers et internationaux. Donc je pense que les choses parlent d'elles-mêmes, et c'est là où en fin d'année, on est passé à un indice ESG avec 20 valeurs, qu'on a pu effectivement réitérer avec ELSEG, le groupe ELSEG, où on a travaillé avec l'équipe de Hicham, effectivement. Et aujourd'hui, sans vous cacher, depuis qu'on a lancé ce nouvel indice avec les 20 valeurs, je n'arrête pas de recevoir des appels des sociétés qui ne figurent pas dans cet indice-là, parce que ce sont de vraies questions du conseil d'administration. Autant le conseil pourrait peut-être ne pas être sensible à une baisse de son EBITDA ou de son résultat net de quelques pourcentages, mais par contre le fait de ne pas être sur cet indice-là est quelque chose, parce qu'il se pose la question pourquoi est-ce que les autres y sont et pas nous. Donc grâce à la coopération qu'on a avec le ELSEG, en février, n'est-ce pas, on lance un workshop effectivement avec les équipes qui vont venir un peu partout de l'international, que ce soit de Londres, je pense, et de Dubaï et tout, pour pouvoir encourager ces entreprises-là, les prendre par la main et leur expliquer comment est-ce qu'ils pourraient faire pour pouvoir augmenter leur notation et pourquoi pas figurer au niveau de cet indice-là. Donc la prise de conscience est là, l'ambition est là, on ne peut que s'en réjouir. Non, c'est super, et ça montre aussi que comment, à travers la bourse, créer une émulation positive entre les entreprises pour aller justement vers ce verdissement de l'économie. Et c'était pas forcément évident que ça passe par ce relais, mais finalement, voilà, l'exemplarité de certaines entreprises et l'attractivité qu'elle a du coup pour le public fait que voilà, d'autres entreprises y vont. Donc c'est très bien. Alors, justement, j'avais abordé la question du verdissement, mais aussi la question des technologies. Tout ce qui est blockchain, tout ce qui est intelligence artificielle. Et là, ma question, elle est à vous deux. Et c'est surtout en termes de, à votre avis, et là, surtout, ça va être pour Hicham, cette question sur le futur de l'emploi et des métiers de la finance, comment il va être reconfiguré. Zine, après toi, tu peux répondre en matière de, si tu veux, sur un peu la bourse de Casablanca, comment elle voit un peu l'interaction entre les technologies existantes et celles qui vont avoir tendance à se démocratiser de plus en plus. Merci à vous deux, donc je vous laisse la parole. Je pense que c'est un domaine un petit peu en pleine mutation. On entend de temps en temps des rumeurs que l'AI ça va remplacer un petit peu l'être humain, qu'il y aura peut-être beaucoup de... C'est vrai, il y aura un petit peu des bouleversements sur le marché de l'emploi, mais en même temps, il y aura des opportunités qui n'existent pas avant. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on parle de AI ou de blockchain, c'est les grandes boîtes, genre Google, Microsoft, elles sont tous investis sur ce sujet-là. Mais ça crée un petit peu des opportunités, mais il faut être un petit peu bien préparé pour vraiment bénéficier
bénéficier de ces opportunités. Il y a maintenant beaucoup de certifications AI, parce que même lorsqu'on parle un petit peu de AI, ce qu'il fait, c'est qu'il y a plusieurs données, et à partir de ces données-là, il vous donne des réponses, il crée des modèles, mais à un certain moment, il faut un petit peu les quantifier, les organiser un petit peu d'une manière. À ce moment-là, le rôle humain. Ça veut dire que maintenant, il y a certaines données qui existent. Même par exemple chez nous, lorsqu'il y a un analyste qui utilise notre plateforme, à un certain moment, il y a des articles qui sortent, on parle on parle pas des 100 000, 10 000, un truc comme ça, mais ce que l'IA aussi modèle là, il facilite un petit peu le travail pour l'analyste pour peut-être se focuser sur d'autres parts de son boulot qui avant, il n'a pas le temps de le faire. Donc, d'une manière que l'IA et une nouvelle technologie, il facilite un petit peu le travail, mais il faut juste un petit peu être bien préparé pour prendre, donc que ce soit des certificats. C'est pourquoi les organisations ou même les écoles, elles doivent vraiment commencer à introduire des sujets sur l'AI pour préparer les étudiants en avenir, que lorsque vous travaillez dans une boîte où ils utilisent des données AI, vraiment ces données-là, c'est pour vous faciliter un petit peu le travail et pour vous donner peut-être plus de temps sur d'autres volets qu'avant vous ne l'avez pas. Donc c'est comme ça, même chez nous, c'est comme ça qu'on voit AI. Mais comme j'ai dit, c'est un sujet en pleine mutation et personne n'a vraiment une idée, parce que chaque jour, il y a quelque chose qui sort. Mais pour le moment, il faut vraiment être ouvert et il faut chercher un petit peu des nouveaux moyens pour apprendre un petit peu sur l'IA. Très bien, j'aime bien que ce soit un discours positif sur ces technologies qui, en raison de l'aversion au changement qu'a tout le monde un petit peu, c'est normal qu'on les ait un peu diabolisées et tout le monde dit facilement et de manière un peu galvaudée que ça va prendre la place de l'humain. Alors que là, un meilleur usage de l'humain et une formation adaptée peut être complètement idoine pour effectivement faire un meilleur usage de cela et développer des métiers du futur qui sont en adéquation avec ce que font les gens déjà. Alors justement au sujet d'emploi, de métier, tout ça, je sais que Sinem a justement dans le cadre de la direction qui est pilote à la Bourse de Casablanca, travaille sur des certifications. Donc là aussi ça concerne complètement tout ce volet-là de métier, d'emploi. C'est des certifications internationales CISI qui bientôt aussi seront proposées, à ce que je sache, par l'école, en partenariat avec la bourse. Mais donc voilà, d'ores et déjà, vous pouvez vous renseigner sur le site de la bourse sur ces formations qui sont très intéressantes. Et voilà, pour en savoir plus, pour dire un petit peu à l'assistance ce qu'il en est, merci. Merci à toi. Écoute, déjà pour commencer, j'aimerais peut-être présenter le CISI. Le CISI, en 2 mots, c'est l'équivalent de l'école de la bourse, mais au niveau de la bourse de Londres, qui est sortie et qui a créé une entité à part. Donc le CISI, c'était, tout comme chez nous, une direction au niveau de la bourse de Londres et qui a décidé de s'implanter tout seul il y a quelques années et de mettre en place les certificats existaient depuis de longues années, mais de pouvoir commercialiser ces certificats au niveau international, que ce soit à Londres, que ce soit à Dubaï, que ce soit aux Émirats, au Qatar, où un certain nombre de régulateurs imposent le fait d'avoir ces certificats pour pouvoir travailler au niveau du régulateur ou pouvoir utiliser un certain nombre de professions qui sont normées. D'ailleurs, juste à titre de rappel, la MMC, pas plus tard qu'au niveau de la conférence annuelle de l'ASFIM, a signé une coopération avec le CISI pour pouvoir, pour tout ce qui est habilitation des gestionnaires de fonds. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ouvrir un petit peu la parenthèse par rapport au CISI. Donc effectivement, aujourd'hui, ce sont des formations qu'on met à disposition des étudiants, mais aussi en formation continue, je dirais, des professionnels. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, on a lancé ça, je pense en mai, on a reçu le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Abdel Meraoui, qui disait une phrase très importante et très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir une seule formation. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, ingénieur, on ne peut pas être qu'ingénieur, on ne peut pas être
uniquement avocat ou ne peut pas être uniquement médecin. On a besoin d'avoir des compétences dans différents domaines. Donc quand on a besoin d'avoir des compétences dans différents domaines, on ne peut pas avoir plusieurs diplômes en même temps, mais par contre, on peut compléter ça par des certificats. Et c'est ce qui vient aujourd'hui pour répondre à ce besoin de pouvoir mettre en place des choses complémentaires au niveau de la formation. Donc on peut être financier, mais pas forcément spécialisé dans le marché de capitaux, mais on peut compléter ça par des certificats CASI par exemple, qui vont permettre de compléter la formation. On peut être aussi de formation financière, mais on a besoin de compléter tout ça en tout ce qui est finance participative. On voit aujourd'hui qu'il y a un réel engouement sur la finance participative. On n'a pas besoin d'aller faire un master spécialisé en finance participative, mais on peut très bien compléter sa formation initiale par des certificats pareils. Donc aujourd'hui, effectivement, la bourse de Casablanca met à disposition de nos partenaires un ensemble de catalogues de formation dans ce sens-là, à des prix intéressants et attractifs. On pourra toujours en discuter après, ou pour ceux qui sont intéressés ici dans la salle, pourront toujours prendre contact avec M. Walid Hachemi ou M. Hamid Benani pour pouvoir discuter de tout ça. Mais il y a effectivement un site dédié à ça. Vous pourrez toujours entrer sur le site de l'école de la bourse et voir effectivement les formations qu'on propose, et on pourra très bien en discuter après, Juliette. Merci. En plus, sur le site de la bourse, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents niveaux de difficulté. Donc, c'est un process cumulatif. On peut enchaîner les formations les unes après les autres, obtenir plusieurs certificats, mais bon, ça donne de la visibilité aussi par rapport aux recruteurs. Ça standardise un peu les choses. On peut avoir étudié dans n'importe quel pays du monde et avoir un diplôme différent de l'autre, mais ces certifications sont quelque chose qui franchement, ajoute un plus et permettent un peu aussi de la mobilité dans ce marché de l'emploi qui est très compétitif. Alors moi, juste avant de passer aux questions d'assistance, on ne pourra pas avoir toutes les questions qu'on veut, à peine 4 ou 5 maximum questions de timing. Je voudrais juste savoir si vous avez des perspectives à partager avec nous, quelque chose pour clôturer un petit peu. Donc, la parole est à vous deux. Donc, qu'est-ce que vous voyez pour le développement de la bourse, pour le développement des métiers qui gravitent autour de la bourse et des marchés de capitaux en général? Très bonne question pour conclure. Moi, si j'ai une ambition, un espoir, c'est vraiment développer le côté entrepreneurial. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de créer beaucoup plus d'entrepreneurs. Et c'est le fait d'avoir beaucoup plus d'entrepreneurs, d'avoir des mindsets à la Elon Musk qui vont faire que demain, on va retrouver des entreprises cotées à la bourse, on va retrouver une nation qui va dépasser celle qu'aujourd'hui on prend comme exemple, et on pourra construire ensemble une économie qui va rayonner à l'international. Donc vraiment, tout se passe à partir de ces bancs-là, tout se passe à partir de cette volonté-là. On a vraiment envie de construire des choses. C'est vrai qu'on est dans la vision et dans la culture de Mohamed Leloum, mais moi je dirais qu'on a besoin de plus pour pouvoir aller plus loin et prendre. C'est vrai que c'est pas évident de dire ça à Rabat, mais on a besoin de voir grand et de rêver grand pour pouvoir construire une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'entreprises cotées. Pour moi, un petit peu, si je peux ajouter qu'il faut être un petit peu resté ouvert, avoir un petit peu d'esprit open-minded, essayer des choses. Peut-être on doit essayer beaucoup de choses avant d'arriver, que ce soit métier ou comme il a dit, entrepreneuriat, et peut-être il y aura de l'échec, peut-être il y aura du succès immédiatement. Donc il faut tester, il faut juste un petit peu avoir le maximum d'informations possibles, et peut-être l'exemple des certificats, ça facilite un petit peu les choses, que peut-être maintenant on n'a pas besoin d'avoir toujours un diplôme pour arriver. Il y a des exemples, des grands exemples dans le monde, des grands entrepreneurs qui n'ont pas fait vraiment le parcours universitaire. Donc, peut-être l'exemple maintenant il y a des moyens de technologie, on peut avoir des certificats en ligne, tout le monde travaille sur Teams, Zoom, il y a plusieurs outils. Donc essayez d'avoir le maximum de ces informations et essayez. Parce que même si on est vraiment bien préparé, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va passer réellement. Donc il faut rester ouvert et essayer. Ça va aboutir immédiatement. Sinon, c'est une expérience et essayer la deuxième fois. Donc pour moi, c'est peut-être la dernière idée que je veux clôturer avec.
c'est que vos deux conclusions ont ce point commun que ça parle de mindset et de changement de mindset et voilà, et d'essayer et d'entreprendre. Donc maintenant, je donne la parole à l'assistance pour ceux qui ont des questions. On passera les 4-5 questions et ensuite on donnera la parole à nos intervenants pour répondre. Bonsoir à tous. Je pose directement ma question. Je vous remercie d'abord pour vos prestations, tous les deux. C'était enrichissant, on a appris des choses. Avant de poser ma question, je me présente d'abord. Je suis Madame Nawal Ben Saïd, professeure universitaire à l'Université Mohamed V. Moi, je vais rebondir sur la conclusion de Madame Ghenouni, j'ai apprécié, et par rapport à cet encouragement de l'entrepreneuriat, justement. Et c'est ce qu'on encourage. On encourage nos étudiants, justement, de cet esprit, d'avoir cet esprit d'entrepreneur. On essaie de faire naître cette idée de projet d'entrepreneuriat chez les étudiants pour ne pas se focaliser uniquement sur les postes et de se caser entre guillemets dans des boîtes aussi bien publiques que privées. Tout à l'heure, vous avez parlé pour dynamiser notamment le marché financier, on a besoin de papier frais. Vous l'avez dit tout à l'heure, et ce qui est vrai. Et moi, ma question est par rapport au financement des PME, les petites et moyennes entreprises. On a beau encourager les entrepreneurs, etc. Et vous savez que le tissu productif marocain, il est constitué majoritairement, si je ne dis pas qu'à la quasi-totalité, c'est les PME au niveau du tissu marocain productif. Et les entreprises petites et moyennes peinent toujours à accéder au financement bancaire. Et je ne parle pas du marché financier qui reste tout de même inaccessible pour cette catégorie d'entreprises qui constituent la majorité de notre tissu productif. Ma question est par rapport à... Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis par la bourse, par les autorités, etc. Et notamment, en fait, le dernier c'était l'offre PME qu'on a offert, pour encourager, les ramener en fait vers le marché, etc. Mais conclusion ou constat, on a une absence complète des PME au niveau. Il me semble que le chiffre jusqu'à aujourd'hui, c'est 5 PME au niveau du marché alternatif. 5 PME uniquement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part? Est-ce que c'est les efforts qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas suffisants peut-être, puisqu'il y a encore des efforts à fournir, ou c'est du côté des PME, ou c'est de quel côté exactement? Donc, il y a ce problème, il y a cette problématique qui est toujours d'actualité pour les PME marocaines. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je remercie tous les participants, c'était vraiment très intéressant. Je m'appelle Agouram Brahim Khalil, je suis de formation ingénieur en génie mécanique. Je suis tout à fait loin de votre domaine, mais le thème m'a intéressé. Je suis venu assister de Casablanca. Ma question est, c'est quoi la différence entre la bourse et Casa Finance City? Est-ce qu'il n'y a pas d'entremêlement dans les prérogatives de chacune de ces deux entités, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'au Maroc, est-ce qu'il y a le trading comme à New York? Est-ce qu'on peut faire des opérations de trading? Voilà, je vous remercie. Bonsoir. Je tiens à remercier les invités, Mme Zineb et M. Hicham, d'être venus ici, et Mme Jemnat. Ma question, c'est autour du Covid et du risque systémique. Et donc, vous avez parlé, Mme Zineb, du Covid comme un événement qui a basculé le marché financier. Et j'ai récemment lu une étude
d'un professeur universitaire, donc c'est un professeur universitaire dans mon école, et c'était autour du risque systémique et comment on peut améliorer, pour ne pas dire que le système financier il est bien fort, donc on va dire qu'il peut être amélioré. Et l'étude on est donc à analyser le value at risk et la co-value at risk. Et cela a montré que tous les domaines, à part le domaine des services, étaient affectés d'une manière négative et donc par le Covid. Donc ma question est plutôt générale. Comment peut-on essayer de renforcer le marché financier pour être plus robuste en ce qui concerne le risque systémique et donc tout ce qui est des crises, tout ce qui est un risque qui est rare mais très affectant. Comment peut-on faire cela dans, je sais pas, à long terme ou bien même à moyen terme, donc d'ici 5 ans, 10 ans? Merci. Votre enseignant, c'est Zakaria Ferran, non? Comment? Votre enseignant, c'est Zakaria Ferran? Non, c'est monsieur Rachid Krami. Vous êtes étudiant ici? Non. Ah, d'accord. Voilà, donc on a deux dernières questions. Bon, bonsoir, Karim El Kebir. Donc, je travaille dans la banque assurance, je suis responsable régional. J'ai eu l'occasion de tester un peu la bourse durant l'année 2023. Donc d'abord, je tiens à vous féliciter parce que vraiment ce que vous venez de dire est premièrement exact, puisque il y a eu une très belle évolution des cours de bourse durant cette année. On est très contents, surtout par rapport aux deux introductions, notamment la dernière dont vous avez parlé, qui est CFG Bank, mais aussi Agdital l'année dernière, qui a fait une très très belle performance. On a eu peur à un moment donné, mais après on a vu une très très belle évolution. Donc voilà, je vous ai félicité par rapport à ce que vous nous avez dit et merci beaucoup pour l'explication concernant la relation entre la baisse des cours de bourse et l'augmentation des taux, de la banque. Donc ça, je n'avais pas bien compris pour quelles raisons la bourse était touchée, mais maintenant j'ai pu avoir réponse à ma question. Alors, j'arrive à ma question. Pour vous, quels sont les outils que pourrait utiliser une personne un particulier pour pouvoir investir en bourse? Ça, c'est la première. Est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent, par exemple, de revenir sur l'évolution d'un cours de bourse au cours des 5 dernières années, 10, 20 dernières années aussi? Parce que ça nous permet d'avoir un certain recul et de savoir là où on va. Si on sait d'où on vient, on peut savoir où on va. Et la deuxième question concerne les introductions prochaines de 2024. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer en introduction cette année? Est-ce que vous avez des idées de ce qui va venir? Et on est vraiment très intéressés par ça. Donc c'était ça la question. Merci beaucoup. Donc on a une dernière question par ici. Et ensuite on compte. Il y a des questions. Ça se passe là. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette conférence qui était très intéressante et très instructive. C'est toujours passionnant d'avoir des professionnels du secteur et du métier qui permettent d'avoir véritablement une approche métier et une approche un peu plus opérationnelle du domaine. Donc, pour ma part, je m'appelle Chedji Mishkron, je suis diplômé de l'INSA et Paris et de Sciences Po Paris. Je suis aujourd'hui doctorant en mathématiques à l'Université de Mohamed V de Rabat. Et j'aurais deux questions. Donc, la première question, s'il vous plaît, ça concernerait le marché, enfin ça concernerait les différents produits qui existent au niveau de la bourse des valeurs de Casablanca. Il me semble qu'aujourd'hui on échange et on trade essentiellement des produits vanille. Est-ce qu'on peut espérer, à horizon 5 ans par exemple, l'arrivée de chambres de compensation, de produits un peu plus exotiques, la possibilité de vendre à découvert et l'arrivée des produits dérivés? Ça c'est la première question. La deuxième question, elle est un peu plus pratique. Aujourd'hui, la plupart des opportunités pour faire une carrière en finance se situent à Casablanca. Est-ce qu'on peut espérer demain qu'on aura des opportunités également à Rabat, à Tanger et dans d'autres villes du Maroc pour les citoyens et les jeunes étudiants qui désiraient peut-être travailler ailleurs qu'à Casablanca? Sachant bien sûr que la finance est par nature un métier qui est assez centralisé. On en rit parce que tout à l'heure on avait cette discussion justement. Casa c'est bien pour les opportunités. Là ça va le faire. Casa c'est bien. Voilà. Merci. Donc comment ça va? Donc c'est bon, je pense qu'on a un certain nombre de questions. On a vraiment
assez variées. Et, donc la première question, c'était la question de Madame Saïd par rapport au financement des PME. Est-ce qu'il cloche? Et voilà. Alors, effectivement, au Maroc, le tissu économique est composé de plus de 90% de PME. Ça, c'est un fait, c'est un constat. Mais pas que des PME. D'ailleurs, dans l'annonce de Cheikh Belge, pas plus tard que fin d'année, il a annoncé qu'il y avait à peu près 114 entreprises qui faisaient plus de 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc finalement, en résultat net, elles font combien? Donc effectivement, on n'a pas beaucoup de champions nationaux. Et qui dit pas beaucoup de champions nationaux, effectivement, on n'a pas forcément beaucoup d'entreprises structurées. Parce que finalement, un investisseur qui ne connaît rien du tout, bah c'est comme moi, c'est comme Hichem, c'est comme Jeannette. Demain, on ne peut pas s'associer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne sait pas si c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Bah, naturellement, on peut pas devenir actionnaire. Par contre, ça c'est le constat et je dirais un peu le côté négatif. Par contre, il se trouve qu'à la Bourse de Casablanca, on a lancé un programme d'accompagnement il y a quelques années. Vous avez certainement dû entendre parler, c'est le programme Élite. On a formé une centaine d'entreprises pour effectivement pouvoir intégrer la Bourse de Casa. Mais on a constaté qu'après, à un certain moment, que l'objectif principal, ce n'était pas qu'elles intègrent directement la bourse. Pourquoi? Parce qu'elles avaient besoin qu'on les prenne par la main et qu'on arrive à les un peu plus ou moins les structurer et qu'il y ait une prise de conscience. Parce que ce chef d'entreprise, il a beau réaliser un chiffre d'affaires incroyable, c'est à la fois le directeur général, le directeur financier, le directeur communication, le directeur commercial, il fait de tout, les conseils ne sont pas forcément tenus, c'est les SARL à la base, il y a sa femme et ses enfants qui sont avec lui dans la société, donc c'est vraiment l'entreprise familiale par excellence, et ça, c'est un fait. Parce qu'on a hérité d'une certaine situation après le protectorat, après tout ce qui s'est passé au niveau économique, qui a fait que c'est notre tissu économique. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de ces entreprises-là, ben, on a eu plus d'une vingtaine d'entreprises qui ont fait des chartes familiales. Quand je dis charte familiale, c'est qu'elles se sont organisées. On est passé d'une SARL à une SA, on a des conseils d'administration, on a eu 12 entreprises qui ont des fonds d'investissement avec eux. On a eu des opérations de titrisation et on a eu une IPO sur ce marché alternatif. Donc je pense que la bourse, ça devrait être une vision, une ambition et une volonté du dirigeant. Et après, les choses se mettent en place petit à petit. Parce qu'effectivement, on n'est pas en train de courir un sprint, mais on est en train de courir un marathon. Et on a besoin d'instaurer un certain nombre de choses, notamment en confiance dans les équipes, en confiance dans notre écosystème, avant de pouvoir aller en bourse. Et quand je dis notre écosystème, c'est vraiment avec notre staff, avec nos fournisseurs, avec nos clients, avant de pouvoir franchir cette étape-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a du côté des fonds d'investissement un réel, je dirais, potentiel, parce que finalement, le fait d'avoir un fonds d'investissement dans le tour de table, ça permet d'avoir, je dirais, plus d'accompagnement rapproché. Ça permet à cette entreprise-là de mettre en place des règles de bonne gouvernance, de pouvoir mettre en place des reportings beaucoup plus fréquents et un certain challenge qu'on n'aurait pas eu si on était tout seul. Moi, c'est ce que je dis. Des fois, c'est certains chefs d'entreprise, oui, c'est mon entreprise, je la dirige comme je veux, mais à la fin de l'année, oui, tu es Déninès, mais je ne suis pas challengée. J'avais l'habitude d'avoir 10 de résultats, j'ai mon 10. Demain, j'ai un fonds d'investissement avec moi, il va me challenger. Oui, il va prendre peut-être 40%, mais ça va être 40% de 1000. Donc finalement, moi, il me restera 600, chose que je n'aurais pas eu si j'étais restée tout seul. Donc partager le pouvoir et pouvoir fructifier ce qu'on a, c'est toujours mieux que d'avoir tout le pouvoir de rien du tout. Donc aujourd'hui, l'exit via la bourse, c'est quelque chose qui est avéré pour les fonds d'investissement. Et je pense que ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de PME au niveau de la bourse, petit à petit. Et on est en train de travailler aujourd'hui avec l'ensemble de l'écosystème, notamment avec les experts comptables, parce que c'est le principal prescripteur des entreprises, c'est leur conseiller privilégié. Et si on arrive à sensibiliser ces experts comptables pour être des conseillers réellement de l'entreprise, on pourra avoir plus d'entreprises qui vont être sensibilisées au marché boursier. Je pense avoir répondu à votre question avec plaisir. S'il y a quelque chose aussi que je voudrais ajouter, là je vais sortir de ma casquette de modératrice et je vais juste dire quelque chose parce qu'à l'époque, justement, je travaillais aussi à
l'OMC en tant que régulateur, on travaille sur justement la normalisation et les projets réglementaires. Et il était question justement de paramétrer un petit peu et de calibrer justement ce projet de marché alternatif. Et ben, il se trouve que la réalité des PME est de voir des TPE au Maroc, carrément, beaucoup plus de très petites entreprises. La bourse n'est pas la solution idéale pour elles. Et ça ne l'a jamais été dans n'importe quel pays, parce qu'on est en train aussi de parler d'épargne publique. Hein, donc c'est l'argent des gens, on ne peut pas jouer avec une prise de risque autant. Donc le marché de capitaux est une solution, avec justement, ça parle des business angels qui seraient organisés en réseau, à des fonds d'investissement beaucoup plus forts, et puis la bourse comme exit. Mais même l'idée, alors justement l'anecdote, c'est que quand on était là-bas, on n'a pas voulu mettre dans le texte les petites et moyennes entreprises. On a dit des entreprises de petites et moyennes tailles pour ne pas montrer quelque part aux PME qu'elles seraient toutes éligibles à la bourse. Il en faut encore beaucoup pour qu'elles deviennent éligibles. Mais je trouve que c'est bien ces exercices-là de sensibilisation qui sont là de plus en plus, un accompagnement dans le temps, et il faudrait beaucoup d'années pour justement se mettre à niveau sans changer de mindset et arriver vers des IPO qui soient pérennes. Justement, tout à l'heure, Zineb a utilisé le terme tu as utilisé le terme d'OPR. Je ne sais pas si tout le monde a compris, parce que c'est les opérations publiques de retrait. C'est quelque chose, il n'y a rien de plus triste quelque part à voir, mais ça arrive finalement. Et ce sont des opérations qui sont inscrites dans l'année, dans le bilan de l'année en tant qu'opération financière qu'il y a eu. C'est les entreprises qui finissent par se retirer de la côte. Et parce qu'elles ne sont pas assez liquides, parce qu'elles n'ont plus envie, moi, en tout cas, pour un certain nombre de raisons. Mais on aimerait voir plus d'entrées que de sorties, et aussi des entreprises peut-être plus dynamiques quand elles sont encore en côte, et qui lèvent des fonds réellement via la bourse, qui ne sont pas juste cotées comme ça. Donc la deuxième question, alors, bourse versus Casablanca Finance City, donc Kesako, et est-ce qu'il y a du trading au Maroc comme on le voit un peu partout? Alors, quel est le rôle de la bourse de Casablanca? Le rôle de la bourse de Casablanca est de financer des entreprises via le marché boursier, c'est-à-dire que la bourse est au milieu, c'est comme, je dirais, un grand marché où on a d'un côté des investisseurs et de l'autre côté des entreprises. Donc on prend de l'argent de chez les investisseurs qu'on va collecter et qu'on va reverser aux entreprises à travers une augmentation de capital, et tout ça va passer, transiter à travers la bourse de Casablanca naturellement. Pour CFC, c'est le fait de pouvoir attirer des entreprises et des investisseurs, n'est-ce pas, Jeunesse? Parce que c'est pas forcément tu confirmes, Michel, au niveau de ce hub qu'on a envie d'avoir comme hub africain, ce hub marocain. Donc je pense qu'on a deux missions qui sont un peu différentes. Ça c'est pour la première question. Sinon pour la deuxième question du trading, il se trouve qu'aujourd'hui, trader, on pourrait, n'est-ce pas, on pourrait trader à la bourse de Casablanca. Mais effectivement, on n'a pas cette tendance de trading comme ce qui se passe à l'international. Pourquoi? Parce que quand on parle de trading, c'est vraiment des opérations qui vont se faire sur un moment très court, sur des décisions qui vont se prendre à la dernière minute. On a vraiment l'image du trader à l'international, le beau gosse avec les cheveux plaqués qui sort de la Ferrari. Mais malheureusement, on n'en a pas ici au Maroc. Mais voilà, on peut avoir des opérations sur les actions marocaines. Peut-être je peux ajouter quelque chose parce que notre boîte fait partie de CFC, donc je confirme ce que Zine il a dit, que l'objectif un petit peu de CFC, c'est plutôt un volet international pour attirer les investisseurs étrangers, pour avoir plusieurs sociétés étrangères qui sont installées au Maroc, que ce soit dans un objectif de créer de l'emploi ou de donner un petit peu une dynamique au marché financier marocain. Et vraiment, le CFC a vraiment fait des points très intéressants dans ce sujet-là. Déjà, par exemple, Casa Finance City, maintenant, il est classé, il y a un indice qui couvre un petit peu les institutions, les centres financiers internationaux. Maintenant, il est classé le premier en Afrique, chose qui n'était pas quelques années. Et je peux le confirmer parce qu'en tant que membre, je vois même côté des boîtes qui sont installées, ils ont créé 2 ou 3 bâtiments pour couvrir un petit peu le besoin. Donc ça existe. Pour répondre, pour la deuxième partie, oui, il y a le trading, parce que peut-être il couvre un petit peu un volet très spécifique qui est le marché
des actions, mais lorsqu'on parle un petit peu de trading, il n'y a pas que le marché boursier, il y a vraiment plusieurs marchés, il y a plusieurs asset classes. Lorsqu'on parle de FX, marché obligataire, il y a vraiment des volumes très intéressants et je peux confirmer par les banques marocaines qui utilisent nos systèmes de trading, il y a vraiment de trading. Peut-être les volumes qui passent au Maroc, on ne parle pas des volumes de New York, de Londres ou de Tokyo, mais il y a des trading. Ces boîtes-là, ces boîtes marocaines, que ce soit des entreprises ou des banques, elles utilisent les mêmes outils qu'on a à Londres, à New York. Ils ont accès aux mêmes outils et il y a des... Je peux dire que ça me fait un petit peu fier. Il y a des génies marocains au niveau du trading et même lorsque j'ai des collaborateurs qui viennent de l'étranger, ils rencontrent des jeunes Marocains qui travaillent dans des salles de marché marocains, dans des boîtes, ils sont très fiers parce que certains d'eux, ils font du travail. Il y a maintenant des startups qui développent des outils au niveau de algorithmic trading. Donc, il y a peut-être que ça nous manque un petit peu côté médiatique de focaliser sur ça, mais il y a du trading et donc ça existe au Maroc. Je vais peut-être compléter par rapport à l'histoire du trading. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à la bourse de Casablanca, je vous l'ai annoncé en avant-première, on va lancer à partir de fin février, un simulateur de trading qu'on va faire avec TradingView, donc qui est le premier site exactement la meilleure plateforme qui est connue à l'international. Et tout ça pour le grand public, pour pouvoir développer des outils didactiques, que ce soit pour les étudiants, des gens au niveau, c'est-à-dire qui ne sont pas encore initiés. Et ce simulateur permet de faire des opérations en temps réel, des opérations comme si on était vraiment en train de trader sur le marché marocain, voilà, pour pouvoir développer ce trading-là au Maroc et former de nouveaux traders et des champions nationaux. Très bien. Alors, on avait aussi une question derrière qui est un peu différente. Là, c'est Covid et risques systémiques. Je ne sais pas si vous avez des petits insights pour répondre brièvement à ça. Voilà, peut-être je vais juste couvrir un petit peu de côté technologique, parce que ce qu'on a remarqué dans la période de Covid, qu'à un certain moment, on ne peut pas travailler des bureaux, donc à un certain moment, il y a une période. Mais à ce moment-là, la technologie, elle a fait vraiment le pas. Et ce qu'on a remarqué, que la majorité des collaborateurs ou des professionnels dans le domaine financier et les boîtes marocaines, elles étaient capables de continuer leur travail en utilisant la technologie, parce que le fait d'avoir accès à ces outils, que ce soit les outils de trading ou les outils de suivi des marchés financiers, que ce soit marché marocain ou marché international, d'avoir les outils de technologie maintenant qui sont un petit peu, elles peuvent être installées sur n'importe quel PC. Ce n'est pas la période où vous devrez avoir une certaine machine, genre IBM, qui était dans les salles de marché. On regarde les films des années 90. Maintenant, n'importe quel PC qu'on peut acheter de tel à l'œuf, il peut faire le même travail. Que ce soit un ingénieur ou que ce soit un étudiant, avec une simple machine qui est connectée à l'Internet, il peut vraiment. Donc, ce que je voulais dire, que par exemple, la technologie, elle a fait vraiment, elle a un petit peu fait le cap entre pour réduire le maximum le risque. À partir de ces technologies, vous pouvez avoir un outil pour un petit peu suivre ce qui se passe et faire des décisions au niveau de l'investissement avec le moins de risque possible. Donc, de ce côté-là, la technologie, elle a vraiment couvert la partie risque. Donc, peut-être Zine peut ajouter un autre point sur le risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une mauvaise chose qu'on sente l'impact d'une pandémie, par exemple, sur les marchés. Parce que finalement, un marché boursier, un marché de capitaux en général, c'est le meilleur baromètre de l'économie. Et on ne pourrait pas se permettre une décorrélation entre ce qui se passe au niveau de l'économie réelle et de l'économie nationale par rapport à ce qui se passe sur les marchés. Donc finalement, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on a en face de nous un marché qui est efficient. Et c'est ce qui est très très important. Donc pour pouvoir dire qu'un marché est
et efficient, c'est un marché qui va refléter cette image fidèle qu'on va avoir au niveau de l'économie nationale. Bon, il se trouve que on pourrait bien sûr, parce que pour pouvoir limiter les risques, il faut les identifier, il faut mettre en place certaines mesures pour pouvoir pallier à ces risques-là. Et là, je vais peut-être reprendre ma casquette, mon ancienne casquette de régulateur. Et il se trouve qu'à l'AMMC, il y a ce qu'on appelle des seuils de variation. Donc finalement, ces seuils de variation permettent d'amortir un petit peu ces variations-là, dans le sens où, au moment du Covid, on a réduit les seuils de variation. Donc on ne peut pas par exemple se permettre qu'au moment de, par exemple, d'un jour à un autre, au moment de la même journée, on va avoir moins 10%, moins 20%. Ce n'était pas possible parce que le régulateur a mis en place des seuils de variation qui étaient, je pense, à 6%, c'est ça, Juliette ? Donc, et d'ailleurs, les seuils de variation viennent d'être revus à la hausse il n'y a pas plus tard qu'un petit mois dernièrement. Donc finalement, le régulateur est là pour pouvoir contrôler un peu ce risque systémique sans pour autant l'anéantir, parce qu'on a besoin quand même de garantir cet effet miroir entre l'économie et entre nos marchés. Alors, on avait ensuite la question de M. El-Kébir par rapport aux outils qui peuvent être utilisés par un particulier pour investir en bourse, c'est bien ça. Et la question qui demande Asmila Benedinici, quid des IPO en 2024. Donc, la deuxième, je ne sais pas si on pourra avoir un scoop, mais la première... Oui, bien sûr, le LMD prévoit 300 IPO, donc je crois qu'on se rapproche, vous allez en avoir peut-être une vingtaine en 2024. Plus sérieusement, je pense que c'est plus le régulateur qui va avoir l'information que la bourse, parce que les opérations se traitent plutôt du côté du régulateur, donc on ne fait que passer des opérations. Mais je pense que c'est une année qui... on sent le regain de confiance. Donc je pense qu'il va y avoir quelques belles opérations. On a été habitué à clôturer l'année avec de belles IPO. Et je pense qu'il y en aura certainement en 2024. Je ne pourrais pas vous dire lesquels. Mais... Et par rapport aux outils qui peuvent être utilisés par un investisseur, un particulier? En général, que, par exemple, ce que je veux ajouter, c'est qu'il faut peut-être banaliser un petit peu l'accès à la bourse. Que vraiment, peut-être c'est un rôle que les écoles doivent faire, que ce qu'on a remarqué ce qu'on remarque un petit peu dans les marchés internationaux, que la bourse, s'investir dans la bourse, c'est même un moyen de préparer son retraite. Il faut vraiment banaliser que ce n'est pas juste les investisseurs dans les banques ou les grands institutionnels qui doivent s'investir. Mais normalement, chacun, on peut commencer maintenant, vous pouvez ouvrir un compte à ce qu'on appelle des sociétés de gestion. N'importe quelle personne, vous pouvez commencer avec, je ne sais pas, je ne peux pas dire un montant, mais 4 000, 2 000, 3 000, il n'y a pas vraiment des limites. Donc, et vous pouvez acheter. Il n'y a pas, par exemple, un minimum que vous devrez acheter, je ne sais pas, à 20 000 dirhams ou 100 000. Vous pouvez acheter 2 actions à... Il y a des sociétés cotées à la bourse qui cotent des dirhams. Peut-être ce n'est pas la meilleure décision d'investissement, mais c'est juste question de banaliser un petit peu le concept. Donc ces outils-là, si vous avez un compte avec les sociétés de bourse, les sociétés de gestion, vous avez un outil, vous avez des outils que vous pouvez l'accéder sur Internet pour avoir un petit peu d'évolution historique. Vous regardez en temps réel l'évolution historique de ces actions, des données économiques, des données informations news. Donc il y a ces outils qui sont ouverts, qui sont à la portée de n'importe quelle personne. Donc vraiment il y a des outils. Moi ce que je vais dire c'est que le simulateur de trading qu'on va lancer en février, donc dans un petit mois, on vous invitera, on fera une campagne de communication dessus. Il y a effectivement des données historiques dessus, il y a des graphes dessus, il y a des widgets, il y a des analyses, et tout ça est accompagné par l'intelligence artificielle, dans le sens où on pourra toujours dire, par exemple, comment est-ce que, à l'intelligence artificielle, comment est-ce que vous pouvez me conseiller sur tel et tel secteur, que vous préférez secteur A ou secteur B. Donc je pense que c'est un outil qui pourra être utilisé dans un premier temps autant que simulateur. Et après, effectivement, il y a différentes choses à mettre en place. Par exemple, il y a les PEA, ce sont des plans d'épargne action qui ont des avantages fiscaux qu'on pourrait utiliser. Il y a aussi, moi ce que je dis, c'est que
On est tous invités à des baptêmes où on arrive avec des cadeaux qui ne servent pas pour les enfants. Si j'ai un conseil à donner, c'est au lieu de faire une petite enveloppe qu'on ne va pas utiliser ou au lieu d'offrir un petit jouet qu'on ne va pas utiliser, offrez des actions. Je suis sûre et certaine que cet enfant-là va les retrouver quelques années plus tard. C'est l'anniversaire de votre neveu, c'est l'anniversaire de votre sœur ou d'autres choses. Offrez des actions. Ça va être, c'est différent, ça ne prend pas de temps. C'est mieux que d'aller faire la queue dans la parfumerie, prendre un parfum. Ça pourrait être le même temps qu'une boîte de le même tarif ou prendra autant de temps pour prendre une boîte de chocolat ou acheter un parfum. Et ça aura certainement plus d'impact aussi dans la durée. Avec un temps de rendement plus intéressant que le parfum, je pense. Oui. Non, mais sans oublier aussi l'autre question qui est fondamentale et qui revient beaucoup. En fait, si vous n'avez pas l'envie de prendre le risque vous-même, de faire le suivi vous-même d'un portefeuille d'action, achetez des OPCVM. Il y en a, c'est de la gestion professionnelle pour pas grand coup. Il y a mes chères étudiantes qui sont là, on en a parlé souvent, c'est les bénéfices de la gestion professionnelle qui, eux, investissent pour vous. Au lieu d'acheter tout le gâteau, vous pouvez acheter une part du gâteau avec l'avantage de la diversification. Acheter des obligations aussi, c'est-à-dire aussi, tout à l'heure, il y avait la question de, quand on est sur une hausse des taux, l'attractivité des actions, elle baisse. Mais les obligations sont aussi un très bel instrument financier qui peut octroyer un certain rendement. Et voilà, donc là aussi, c'est tout cet aspect-là. C'est une vision holistique que doit avoir l'investisseur, mais d'y aller, quand même d'y aller, en maîtrisant le degré d'investissement qu'il a envie d'avoir. Et l'attractivité globalement de notre bourse, à mon avis, si on avait moins d'institutionnels avec une détention longue et beaucoup plus de particuliers qui vont avoir des horizons de placement et des objectifs différents, ça aurait dynamisé, créé de la liquidité et ramené du coup beaucoup plus d'IPO derrière. Et voilà, donc c'est vraiment cette vision-là qu'il faudrait changer. Alors, on arrive à notre dernière question, celle de M. Michel. Alors, pourquoi les produits vanille uniquement? Jusqu'à quand? Est-ce qu'on va avoir des produits exotiques? Est-ce qu'on va avoir des produits dérivés? Et voilà. Donc, globalement, c'était ça. Il y avait autre chose dans votre question, je crois. Oui, c'était la fameuse question, mais j'avais plus d'espace pour la noter. Merci. Alors, Casa, est-ce qu'il y aura de la valeur? Il y a un projet de lancement des produits dérivés. Normalement, on devrait les lancer au courant de l'année 2024. Le projet prend forme. Et il y a un parcours, malheureusement, du côté réglementaire qui prend plus de temps que ce qu'on aurait espéré. Mais normalement, les produits dérivés devraient arriver d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Pour la question par rapport à Casa et Rabat, juste pour dire, je suis de Rabat, je fais la navette. Walid qui est avec moi est de Rabat et Ahmed qui est de l'autre côté qui est avec moi aussi fait la navette. Donc, si vous êtes intéressé par le côté financier, il y a la MMC qui est à Rabat, on y était avant. Donc, mais de toute façon, Rabat c'est pas loin de Casa et je pense que partout dans le monde il y a des capitales financières et pas forcément un peu partout. Mais de toutes les manières, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être conseiller en investissement financier et ça, on peut l'être partout. On peut travailler au niveau des sociétés de gestion, on peut avoir la société de gestion de la CDG ou autre. On peut travailler aussi chez les instituts, notamment chez la CMR par exemple. Ça touche aussi au marché. C'est le plus gros investisseur, l'un des plus gros investisseurs nationaux. Donc, je pense qu'on peut avoir des opportunités d'emploi un peu partout, que ce soit à Tanger, à Rabat, à Casa. Et certainement dans les autres villes. Comme je disais, le volet CIF, qui est un volet très important, c'est un investissement financier qui commence à s'implanter un petit peu partout, ça pourrait être un excellent relais, Inch'Allah, pour notre secteur financier. Je voulais juste un petit peu, peut-être c'est une anecdote par rapport à pourquoi tout le monde est basé. Il y a un collaborateur ou un ami, peut-être ça va revenir à l'esprit de l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'on peut un petit peu changer les choses. En fait, c'est un collaborateur qui travaille avec une boîte de conseil à Casablanca, mais après, il a un petit peu une idée. Pourquoi? Parce qu'il est d'origine de Fès. Pourquoi tout le monde, il travaille la majorité du temps avec des ingénieurs financiers qui sont basés à Casa. Il a ouvert un petit peu sa boîte à Fès. Il a trouvé une école avec des ingénieurs. Et il a fait un petit peu même le calcul financier, que les salaires qu'ils peuvent donner à des ingénieurs. Et en plus de ça, il a trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui sont de face, qui sont intéressés de rester chez eux. Donc, un petit peu l'esprit entrepreneuriat. Donc, c'est une boîte de conseil financière. Maintenant, il est installé à face et je pense que l'intérêt, il était assez intéressant que maintenant, il pense à créer un petit peu dans notre ville. Donc, peut-être, au lieu d'attendre que les grandes boîtes
peut-être les jeunes qui vont à venir, ça peut changer un petit peu les dynamiques si chaque entrepreneur est laissé un petit peu de s'implémenter dans sa région, de créer une idée. Ça peut changer un petit peu et bouleverser la centralisation qui existe maintenant à Casa. Je vous remercie tous. Je remercie nos chers intervenants pour la richesse de leurs interventions tout au long et pour la générosité dont ils ont fait preuve aussi dans les réponses lors de cette session de questions-réponses. Et je remercie à l'assistance vraiment parce que les questions étaient très diversifiées et très intéressantes. Et voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous. Merci.